Séminaire numéro 14 de cette saison, numéro 3. Bon, du coup, on a un absent. Super nickel. En tout cas, la com, voilà, la com dans ce groupe, c'est vraiment le point fort numéro un. Mais c'est OK, les gars, on est trois, c'est déjà pas mal. Et c'est Euh, OK. et c'est OK. Pour ce 14e épisode, je voulais vous parler du DLTA, en français développement à long terme de l'athlète, ou en anglais LTAD, Long Term Athlete Development, dont on entend de plus en plus parler, qui est de plus en plus au goût du jour, mais qui, vous allez le voir en fait, est pas si, comment dire, c'est pas si parfait que ça. Et ça peut quand même être remis en question, c'est une très bonne base quand même de travail, mais il y a quand même des études un peu dessus et ça peut être un peu remis en question. Donc on va voir ça en 4 petits points rapides. On va faire un peu les origines et la philosophie du DLTA. Donc des fois je vais changer, je vais dire DLTA, LTAD, ça va changer français-anglais, même si plutôt dire, vous allez beaucoup voir LTAD, mais je vais souvent dire DLTA en français, peu importe. On va voir un peu les 9 stades de développement qui, dans la première parution d'article, et il y a 9 stades, après ils sont plutôt focus sur 7 stades, mais on va rester sur les 9 pour voir un peu le truc complet. Ensuite, un peu en application pratique, ce que ça peut donner entre grands guillemets dans chaque phase, et une petite discussion à la fin. Il va y avoir beaucoup d'illustrations, pas beaucoup de points. Donc soyez attentifs, et parce que ça va être beaucoup dans ce que je vais dire. J'ai mes petites notes et on en discutera après. Donc, tout ce qui est donc origine et philosophie du DLTA. Donc le DLTA, à la base, ça a été fait par des chercheurs canadiens, et ça permettrait de planifier l'entraînement, la compétition et la récupération à toutes les phases du développement athlétique. Ah, il y a une petite coquille dans l'écriture, c'est bien. Du développement athlétique, donc comme je disais, ça a été fait par des chercheurs. Le but étant d'optimiser les phases de développement des qualités physiques, parce qu'il y aurait dans le développement de la personne, en fait, ce que j'allais dire de l'athlète, mais on parle des jeunes au début, donc juste des enfants, en fonction de leur âge, non pas de leur âge chronologique, mais de leur âge physiologique, il y aurait des phases de développement. Donc, à tel moment, c'est plus intéressant de développer la vitesse, à tel moment, c'est plus intéressant de développer les qualités énergétiques, à tel moment, c'est plus important plus intéressant de développer la force. Et du coup, ça se base relativement sur ça, même si on verra que c'est un petit peu remis en question. Et ça se base beaucoup sur un truc qu'on reverra un peu après, qui s'appelle le PHV, le Peak Height Velocity. En gros, c'est le pic de croissance. À quel moment le joueur ou la joueuse ou l'enfant va grandir le plus. Et on verra qu'il y a beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent ou qui se ferment en fonction de ce pic de croissance. Du moins, c'est ce que la recherche nous dit. Enfin, les recherches ont montré qu'il faudrait entre 8 et 12 ans à un athlète pour atteindre le plus haut niveau. Donc, on parle certes du plus haut niveau athlétique, physique, et atteindre les plus hauts niveaux, mais aussi derrière, gagner au plus haut niveau sur des championnats du monde, sur des Jeux olympiques, par exemple. Donc, c'est un peu donc la philosophie, les origines. On va voir aussi que c'est beaucoup basé sur l'athlète, du moins dans ce que j'ai lu dans le papier que vous voyez sur la droite, c'est beaucoup basé sur l'athlétisme. Et du coup, ça remet aussi en question pas mal de choses sur est-ce que c'est vraiment applicable à tous les sports, et notamment avec comment dire, le développement de plus en plus précoce des joueurs dans plein de sports, notamment les sports collectifs. Maintenant, c'est pas rare de voir des footballeurs à 16 ans, 17 ans, 18 ans, être déjà sur des bancs de Ligue 2, Ligue 1. Donc, est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire fitter ce DLTA avec des sports comme celui-ci ou ceci ou non? Pas forcément. Donc l'idée globale, voilà, c'est vraiment de prendre le temps de développer nos joueurs, nos joueuses, et optimiser chaque phase de développement pour optimiser du coup les chances de potentiel de l'athlète, faire en sorte que l'athlète vraiment puisse atteindre son potentiel maximum, quel qu'il soit. Pas forcément dire qu'ils seront tous au JO, mais voilà, optimiser au maximum. Et on nous dit, du moins dans le papier, que les enfants qui ne développent pas leur capacité
Donc eux, ils parlent en termes de skills. Je pense que ça parlera à un plus grand monde. Leurs skills moteurs fondamentaux d'ici à leurs 12 ans n'atteindront sans doute jamais leur plein potentiel athlétique. Donc ça montre vraiment que dans les premières années, jusqu'à 12 ans et même un peu avant, développer un peu tous les skills moteurs, tous les fondamentaux moteurs, c'est primordial. Pourquoi ils ont voulu créer le DLTA? Ça vient du Canada, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que là-bas, c'était un système à la base qui était beaucoup basé sur la compétition et la victoire rapide à un niveau faible, à des âges relativement jeunes, au lieu de voir l'optimisation des phases et voir sur le long terme. Donc c'est un peu ce que nous, on a plus ou moins en France. Ça dépend des sports, ça dépend des cultures aussi en fonction des clubs, mais voilà, on a beaucoup la compétition, il faut gagner le samedi, il faut gagner le dimanche, alors qu'on parle de U10, U12, U14, et qu'il faudrait chercher plutôt le développement à long terme et non pas viser gagner en U15, mais gagner déjà en U21 ou en senior. Et pourquoi on a cherché aussi à faire ça? C'est parce que ça posait ça pose un problème on parle de l'hyperspécialisation. Et l'hyperspécialisation, ça pose des problèmes comme des burn-out rapides, une perte du coup de potentiel parce qu'on n'a pas développé tous les skills fondamentaux de base et potentiellement un overtraining, donc un surentraînement précoce. Donc voilà un peu pour les origines et la philosophie. Et donc basé sur ça, on a dit que c'était l'optimisation des fenêtres de développement des différentes qualités. Donc là, ils en sortent 5. La force, l'endurance, les skills. Donc skills, je ne vais pas mettre coordination, mais c'est un peu voilà, tous les skills moteurs plus ou moins spécifiques à l'activité, la vitesse et la souplesse. Donc pour ce qui est de la force, chez les filles, ce serait juste après, donc comme on a dit, on va beaucoup parler du pic de croissance, donc peak height velocity. Ce serait juste après le pic de croissance. D'ailleurs, on verra juste après, on en reparlera, mais que c'est une limite un peu de ce modèle-là, c'est que comme beaucoup d'éléments se basent sur cette pic de croissance, en fait, ça implique de mesurer je crois qu'il parlait de tous les 3 mois, 4 mois, la taille des joueurs et des joueuses. Je dis pas que c'est pas faisable, je dis que ça dépend de ton contexte, c'est plus ou moins jouable. Si tu as un club de foot avec 100 ou 80, je sais pas, licenciés chez les jeunes, ou 100 ou 150, on va faire de la mesure, mesurer la taille de 150 gamins tous les 3 mois, c'est quand même pas facile. Mais bon, en se basant sur ça, les filles, ce serait juste après ce pic de croissance. Chez les garçons, ce serait plutôt 12 à 18 mois après ce pic de croissance. Donc attendre en gros 1 an et demi. Et là, ce serait full testostérone. Let's go les gars. On s'envoie sur du benchuari et on devient des frigos. Pour ce qui est de l'endurance, ce serait au début du pic de croissance. Début du pic de croissance, ce serait vraiment la phase optimale pour développer l'endurance. Donc on va dire là, on parle plutôt des qualités aérobies. Pour ce qui est des skills, chez les filles, ce serait plutôt entre 8 et 11 ans, légèrement plus tôt que chez les garçons, où ce serait plutôt entre 9 et 12 ans. Donc skills, on peut plutôt rentrer tout ce qui est coordination, un peu d'agilité, éventuellement comment dire, de cognitif là-dedans. Ce serait voilà, un peu plus tôt donc chez les jeunes que chez les filles, qui maturent un peu plus rapidement. Pour ce qui est de la vitesse, même chose. Chez les filles, ce serait plutôt entre 6 et 8 ans et une deuxième fenêtre entre 11 et 13 ans. C'est ça qui est intéressant avec la vitesse. Il y a deux fenêtres. Donc, on a dit chez les filles 6 et 8 ans et chez les garçons et deuxième fenêtre 11 et 13 ans. Et chez les garçons, eux, première fenêtre entre 7 et 9 ans et deuxième fenêtre entre 13 et 16 ans. Pour ça, ils donnent des âges mais il ne parle pas du pic de croissance. Et enfin, la souplesse pour les deux. La souplesse pour les deux catégories, enfin pour les deux catégories, pour les deux sexes, hommes et femmes, garçons et filles, ce serait en gros entre 7 et 10 ans qu'on chercherait à la développer au maximum et maintenir au maximum pendant le pic de croissance parce que on sait que du coup les os
pousse plus vite que les tissus, que les muscles et les tendons, et c'est là où la raideur commence notamment à s'installer. Donc ça va être très important pendant ce pic de croissance de maintenir la souplesse. euh, J'allais dire notamment chez les garçons, pas forcément, parce que une fille qui grandit énormément, on va avoir le même souci. Mais voilà, c'est un peu à ce moment-là qu'il va falloir focus sur la souplesse. Donc voilà un peu pour les 5 fenêtres, enfin les fenêtres de développement des 5 qualités. On voit que pour certaines, il y a 2 fenêtres comme la vitesse, d'autres bah, en fonction des garçons et des filles, les filles qui vont maturer plus tôt et les garçons qui vont maturer plus tard, bah, va falloir individualiser un petit peu, et il y en a d'autres pour qui c'est un peu pareil pour les deux. Mais pareil, on en reparlera tout à l'heure, bah, une des limites un peu du modèle, c'est que, bon, certes, quand on dit par exemple speed chez les garçons de 7 à 9 ans, bah, ça veut dire qu'il y en a certains, ils vont plus ou moins en bénéficier en fonction de leur stade de développement. Mais justement, une des limites, même si c'est voilà, une fenêtre de 2 ans, une des limites, c'est que peut-être qu'il y en a qui vont être vraiment en avance sur leur âge chronologique, il y en a physiologiquement, ils vont être déjà plus avancés que d'autres. Et du coup, c'est un modèle qui et pour l'instant, du moins celui-là, un petit peu fermé, un petit peu trop linéaire et qui s'adapte pas assez à l'âge biologique et physiologique des jeunes. Mais bon, ça reste un bon début, une bonne base sur laquelle on peut construire. Les 9 stades de développement. Donc voici les 9. Comme je vous ai dit, après, ils ont passé à 7. Il y en a qu'ils ont regroupé entre guillemets. Par exemple, le learning to compete qu'on voit en bas à gauche et le train to compete. Ils ont tout regroupé en train to compete. Mais voilà, là, il y en a 9. Du moins, c'était dans la première parution, il y en a 9. Donc, le premier, Active Start Age, ça va être en gros de 0 à 6 ans. Fundamental Stage, ça va être de mémoire de 6. On va revenir sur chacun d'entre eux. 6 à 9 ans pour les hommes, enfin pour les garçons, 6 à 8 ans pour les femmes. Et comme ça, on grandit. Learning to train stage, training to train, learning to compete, training to compete, learning to win, winning for a living et active for life. Donc voilà, c'est un peu les 9 stades de développement où on prend vraiment en gros de l'enfant à sa naissance, le premier c'est de 0 à 6 ans, jusqu'à l'après-carrière et même vieillir en restant actif. Donc c'est plutôt super intéressant. Et donc on va voir chacune de ces phases, chacun de ces stades en détail. Est-ce que jusque-là vous avez des questions, des remarques ou pas? Non, non, pour l'instant, ça va. Ça va? De C'est vrai que toute façon, ça porte à ouais, confusion en vas-y. fonction de du développement de la personne, ouais, ces âges-là et du coup, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il y a des moyens plus précis, après c'est toujours plus compliqué, mais des moyens plus précis de faire ça, de se dire: «Bah, là, on pourrait faire ça, mais en fait, lui, biologiquement, il est en retard» ou inversement. Mais voilà, c'est tout. La question que je me Justement, suis posée. on va sur la présentation donc parler justement donc de ces 9 stades de développement. Et après bon, on va condenser pour pas que ce soit trop long non plus, tu vois. Ouais. Éventuellement, ça fera du coup l'objet d'un deuxième séminaire, mais il commence, même s'il y en a pas beaucoup, et on verra que c'est une des limites. Il y a pas énormément de littérature dessus encore. On parle plus d'un modèle qui va donner des bases sur lesquelles construire que vraiment entre guillemets un carcan et quelque chose vraiment à suivre, parce que bah il y a quand même au final pas mal de limites. Ça donne des bonnes bases, mais il y a pas mal de limites. Mais justement, c'est OK. une très bonne réflexion. Donc, on va voir ensemble donc, les 9 stades. Donc, le premier, donc Active Start Stage. Ce que j'ai décidé, plutôt que de vous mettre, moi j'ai des points hein, bien sûr sur mes notes, mais plutôt que de vous écrire les points, j'ai essayé, et vous allez voir que c'est aussi une des limites, je trouve, de ce modèle, du moins de ce modèle à 9 stades. Je vous ai plutôt mis des vidéos un peu d'illustration de ce que je pensais pour illustrer, plutôt que de mettre mes points un peu de manière bête et méchante. Donc, le premier stade, Active Start Stage, ça va être pour les deux, hommes et femmes, garçons et filles, entre 0 et 6 ans. Le but, ça va être de faire des jeux, faire des activités qui sont fun et excitante et si possible d'en faire une routine. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo où il y a une maman qui met simplement un parcours et on voit là la gamine donc, qui passe au-dessus des haies, donc qui vont jumper. Là, on va ramper, on va essayer de grimper. En fait, on va essayer d'aller chercher un peu
tous les donc skills, toutes les capacités motrices fondamentales et hop là voilà tomber, se relever, se débrouiller. On va essayer d'implémenter tout ça et de faire en sorte que ce soit fun, que les gamins s'amusent et si possible de voilà d'en faire une routine. Ce que ils nous disent dans le comment ça s'appelle dans le papier, c'est qu'en théorie, un enfant de cet âge-là ne devrait pas rester inactif plus de 60 minutes d'affilée, sauf en dormant, forcément. Et quand on voit du coup de 0 à 6 ans, alors 0 à 6 ans, bien sûr, normalement on est à la maternelle, enfin on est à la crèche, on est à la maternelle, on peut être amené normalement à être actif, même si c'est faire des jeux, juste jouer, je sais pas, au Playmobil ou je sais pas quoi, bon bah on reste actif, c'est pas forcément de l'activité physique, mais voilà, plus de 60 minutes inactives d'affilée, on se rend compte qu'en fait, quand tu as cette stat-là, notre mode de vie actuel, en fait, c'est une véritable catastrophe. Des gamins devant des dessins animés pendant des heures. Mais en fait, ça remet le truc en perspective et on se rend compte à quel point c'est une catastrophe. À cet âge-là, bien entendu, on va pas chercher de coaching, ça va vraiment être via l'amusement, c'est des situations fun, on va s'amuser, fais du toboggan pendant 2 heures, monte les parcs pour enfants, tu vas grimper, tu vas faire de l'escalade, tu vas faire du toboggan, tu vas monter le toboggan à l'envers, bref, tu t'amuses. Et le but dans l'idée, c'est qu'il soit exposé à tout ce qui est course, saut, kicking. Donc kicking, ça va être, je sais pas, taper dans un ballon de foot, par exemple, des lancers, des catchs, donc attraper, ramper, voilà, comment dire, être exposé à tout ce qui va être skills, capacité, skills moteurs fondamentaux, capacités motrices fondamentales, de manière, une fois de plus, fun, sans coaching. Donc ça, c'est un peu pour le premier stade de développement. Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Voilà, on n'a peut-être pas forcément le matériel à la maison ou le temps de faire tout ça, mais c'est ce qu'il faut, ou si moi, ce qu'il faudrait dans cette première tranche d'âge. Question, est-ce que, Dis-moi. tu vois, il y a le mot célébrer à la fin. Est-ce qu'il y a un impact mental sur le fait de ce développement chez les jeunes? Est-ce qu'ils en parlent dans le Euh, truc ou pas du tout? Parce que moi, je pense alors, que c'est pas souvent, ce si qui anodin que parle, ça de mettre le truc de célébrer et d'être. moi, je pense pas que ce soit anodin du tout, non plus, tu as raison. Je pense que c'est justement quelque chose qu'il faut encourager, permettre à la personne de se développer aussi de manière cognitive, en fait, et en tant que personne, réellement, dans son mental, dans sa psychologie, dans sa cognition. Donc, ils en parlent pas, du moins dans le premier, celui que j'ai lu et le papier que j'ai lu et sur lequel je vous fais la présentation là. Ils en parlent pas à proprement parler. Par contre, ce qu'ils disent très tôt, c'est que tout ce qui est voilà cognitif, émotionnel, mental, ça doit être introduit relativement tôt. Et derrière, on travaille dessus. C'est pas du tout un truc qui est omis en se disant le DLTA, c'est qualité physique. C'est quand est-ce que j'optimise ma vitesse, quand est-ce que j'optimise mon endurance, quand est-ce que je développe ci, quand est-ce que je développe pas ça, à quel moment je m'entraîne. Il y a aussi du développement cognitif, développement psychologique, quand est-ce que je mets ma préparation mentale. Ça reste réduit, c'est pas aussi développé que le reste, mais on en parle en tout cas. Et là, pour revenir vraiment à ta question, est-ce que ça a un impact? Je peux pas te donner la réponse dans le sens où c'est pas écrit dedans. Maintenant, si je dois te donner mon opinion, je pense que c'est hyper important, effectivement. C'est pas d'apprendre à célébrer, mais on sait à quel point les jeunes, même là, on me parlait de 0 à 6 ans, même jusqu'à 10, 12 ans, tu fais faire des courses à des gamins. Le gamin, il gagne de 1 centième, moins dixième, il a juste l'épaule devant, il va être trop content, il va célébrer ça comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Et je pense qu'il faut encourager ces choses-là. Ça encourage la compétitivité, ça développe l'estime de soi, la confiance en soi, la confiance comment on dit, ouais, confiance en soi, l'estime de soi. Et c'est hyper important. Enfin, je sais pas si, je pense que toi, en tant que prépa mental, tu es dans cette optique-là. Ouais, À mon avis, je sais pas si tu as des trucs à rajouter, mais c'est exactement ce que je voulais te faire dire. C'est bah parfait. allez, nickel. Après, tu as la Putain, c'est régulation des émotions aussi avec le fait d'échouer, de réussir, tout exactement ça. ça. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent s'aider. Bon, même si on sait qu'à cet âge-là, il y a quand même pas mal de fonctions, je pense, cognitives qui ne fonctionnent pas forcément ou pas encore. Et du coup, je pense Mhm. que c'est une bonne base pour les aider à se développer après, je pense. Après, C'est avoir clair. sur Et les autres justement, stades, hein. et comment? À voir sur les autres stades ce que tu proposes et que peut-être il y a d'autres corrélations qui peuvent se faire qui sont pas forcément implicites.
explicite, pardon. Et du coup, Et bah, justement, ce que je me rappelle que dans la psychologie de l'enfant, on avait étudié ça, nous, en L2. Piaget. Piaget, j'avais eu 18 en psychologie en Monstre, L2. Voilà, pas mal, franchement. Petite Tigre. Tien shout Tigre. out. Un tigre, hein. Et en fait, il disait aussi que quand tu es vraiment petit, je crois que c'est 3-4 ans, je sais plus à partir de quand ça se fait, c'est 5-6 ans justement, peut-être peut-être à partir de 6 ans, ce deuxième stade. En fait, tes copains à l'école, c'est pas vraiment des copains en fait. Tu les vois pas comme des copains, tu les vois comme des partenaires de jeu en fait. Ou tu les vois presque comme un autre jouet. C'est vraiment quelqu'un avec qui tu vas t'amuser, mais tu le vois pas, tu sais, t'as pas cette relation vraiment de genre, tu vois, tu kiffes la personne. C'est plus un partenaire de jeu que vraiment un ami. Et du coup, bah, c'est bien de développer tout ce qui est, je pense, célébration, etc., même s'ils n'en ont pas encore confiance. Mais c'est surtout à ce deuxième stade où on va développer un peu plus le côté social. Et donc, notamment parce que donc, ce qu'on appelle donc, le fundamental stage, normalement c'est fundamental, c'est fondamental, mais là, ce serait fundamental pour le côté fun, bien entendu, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Donc, il va se dérouler entre 6 et 8 ans pour les filles, entre 6 et 9 ans pour les garçons, parce qu'on est toujours un peu plus lent. Voilà, euh, au développement. Mais justement, on va continuer en fait à instaurer l'importance de jouer, d'être actif et développer tout ce qui est skills moteurs fondamentaux, comme on les a cités plus précédemment, donc ramper, tirer, jeter, lancer, catcher, etc. Mais au travers plutôt de situations comme là, j'ai mis par exemple donc la balle au prisonnier, j'ai mis un exemple de balle au prisonnier où on va être sur de l'esquive, on va être sur de l'agilité, on va être sur du cognitif aussi, on va être sur du social parce qu'on va être avec des gens. Et c'est plus cette dimension qui va changer, c'est qu'on va commencer entre guillemets à standardiser un petit peu plus, même si ça reste dans le fun, si ça reste dans le jeu, on va toujours avoir ces skills, mais voilà, on est en équipe, on commence à mettre du social, c'est légèrement différent. Donc c'est pour ça que et là, en l'occurrence, j'ai trouvé une vidéo sur Internet, c'est des CM1, donc CM1, ouais, c'est peut-être un petit peu avant, c'est 9-10 ans, donc on est vraiment sur la fin peut-être de cette phase-là. Mais voilà, c'est le genre de situation qu'on va pouvoir retrouver. Et ça va nous permettre aussi de développer, donc on a dit l'agilité, la coordination, l'équilibre, c'est un peu les trois qualités qui préconisent de développer dans ce stade-là. Et du coup, en fait, quand on parle d'agilité, coordination, équilibre, moi, ça me fait penser au système nerveux. Et c'est vrai que bah, plus tu es jeune, plus tu as comment dire, une plasticité cérébrale. Et ça va peut-être, enfin, au niveau nerveux derrière, dans l'ensemble du corps, je sais pas, mais c'est là où tu as une plasticité cérébrale qui est plus importante. Et du coup, on va essayer de développer justement voilà plutôt au niveau nerveux. Donc après, donc continuer à développer ce que j'ai dit avant, throwing, enfin lancer, kicker, tout ça, ça continue. Et après, il parle aussi de programmes gymnastique, natation, des trucs un peu plus peut-être un peu plus structurés, mais voilà qui permettent d'aller un peu plus en profondeur sur tous ces sur toutes ces qualités-là. On va aussi commencer, parce qu'il y en a certains, peut-être chez les filles, 9 ans, 8, 9 ans, qui vont commencer à grandir un petit peu. On va commencer à vouloir maintenir et travailler sur la flexibilité. On va pouvoir, à cet âge-là, 8 ans, 9 ans, commencer à mettre un petit peu comment ça s'appelle, des notions de force, peut-être faire quelques pompes, peut-être faire quelques squats. Ça reste bien sûr du full body, poids de corps, pas quelque chose de très formel, etc. Mais on va commencer à pouvoir peut-être l'instaurer, un peu de gainage, un peu de planche, voilà. Ils encouragent beaucoup, beaucoup à cet âge-là le multisport. Et on le verra après dans les recherches, etc. Mais il y a de plus en plus, enfin, des recherches, des papiers qui montrent que plus on a de pratiquer de sport, enfin beaucoup d'athlètes de haut niveau ont pratiqué différents sports et ont été bons à plusieurs sports. Et en gros, on doit être à peu près à ce moment-là autour d'une dizaine d'heures d'activité quand même dans la semaine, entre voilà, activité ici, je vais jouer au foot avec mes copains, je vais jouer au basket avec mes copains, je vais faire ci, je vais faire ça. Il parle d'à peu près une dizaine d'heures par semaine. Et
on commence à développer l'endurance, mais dans un contexte qui va être informel, c'est-à-dire que on va faire on va faire un foot, et du fait de faire un foot, et on va développer notre endurance, on va mettre des situations où on va être amené à courir, et du coup ça va développer notre endurance, ou je sais pas, j'allais dire une course d'orientation, c'est peut-être à 6 ans, peut-être un peu ambitieux, mais voilà, ce genre de truc où on va essayer de développer l'endurance, mais sans dire, allez, aujourd'hui c'est 30-30 dans les escaliers, les jeunes, 6 ans, c'est parti, et tu les fracasses juste à coup de sifflet 30-30, et c'est juste ennuyant en fait pour ces gamins-là, c'est pas. Enfin, à cet âge-là, c'est pas du tout le sujet. Donc voilà. Donc c'est un peu comme tu vois, on disait tout à l'heure au niveau psycho. Moi, je trouve la différence entre le premier stage et le deuxième stage, enfin le premier stade et le deuxième stade, ça va être justement les situations qui vont être mises en place. Où là, tu vas célébrer, tu vas être avec des copains. Du coup, tu vas avoir le côté social. Tu vas apprendre plutôt à gagner ou à perdre, comme tu disais. Bah forcément, s'il y a un gagnant, il y a un perdant. Comment tu gères ta défaite, comment tu gères la victoire. Et je pense que justement pour ça, là, c'est un stade qui est primordial. Apprendre à gagner, apprendre à perdre, c'est là que ça commence, mais toujours au travers de situations qui sont fun. Boire un petit coup, moi, quand même. Parce que là, on enchaîne, mais Faut s'hydrater. un coup de café, ça fait du bien. Euh, Eh ouais, mec. Troisième stade, learning to train. Donc là, je vous ai mis un exemple, on peut la remettre. Vidéo, basket, on apprend à faire des passes. Voilà, c'est apprendre à s'entraîner. Qu'est-ce que c'est un entraînement? Ça se configure entre guillemets? Bon bah j'ai un échauffement, j'ai un truc, j'ai machin. Je peux commencer à avoir des situations qui sont pas les plus fun. Bon bah là j'apprends à faire une passe. On va jouer au basket, on va s'amuser, mais bon, apprendre à faire une passe, c'est peut-être pas le truc qui est primordial. Mais on apprend à s'entraîner à faire une passe, on apprend à s'entraîner à faire un dribble, on s'apprend à s'entraîner à shooter. On va commencer à mettre une partie un petit peu plus formelle. Donc chez les filles, on va être entre 8 et 11 ans. Chez les garçons, on va plutôt être entre 9 et 12 ans. Euh, à ce moment-là, on va commencer doucement à intégrer le physique. Et là, d'ailleurs, Mathieu, il nous parle du mental. On va commencer à intégrer ces deux composantes au sein d'un programme qui va commencer à être structuré. Et c'est pour ça que derrière, il ne développe pas sur la partie mentale. On va développer ça, on va développer ça. Mais il l'inclut quand même. Voilà, on va commencer à avoir du physique et mental et de la prépa physique en gros et de la préparation mentale de manière structurée. Et il nous parle, et j'ai trouvé ça hyper intéressant à ce moment-là, de développer la connaissance physique. Littéralement, il disait physical literacy. Literacy, si tu prends juste ce mot-là, si tu ne l'associes pas à physique et que tu vas dans Google Traduction, c'est alphabétisation. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant, entre guillemets, l'alphabétisation physique. Et en fait, moi du moins, c'est mon interprétation, c'est ma vision des choses, mais la connaissance physique, en fait, de soi, sa connaissance physique. Du coup, on va mettre un peu plus en forme ce que c'est que la vitesse, ce que c'est que la force. Et pour moi, il va y avoir aussi peut-être quand on parle d'alphabétisation, du coup, peut-être une composante de proprioception. Et qu'est-ce que mon bras, il est capable de faire? Bah, c'est mon bras, entre guillemets, que j'utilise pour lancer. Qu'est-ce que mes hanches vont être capables de faire? Comment je vais utiliser mes pieds? Comment je vais utiliser mon haut du corps, mon bas du corps? Comment je vais dissocier? Voilà, il y a cette forme d'apprentissage du corps, d'apprentissage du physique qui va se faire à cet âge-là. On va aussi introduire tout ce qui va être testing et monitoring à petite dose, mais voilà, commencer à faire un test, ça va rajouter de la compétition, monitoring éventuellement pour commencer à se connaître, c'est tout bête, mais bah après 11-12 ans, moi je le fais déjà avec mon plus jeune, maintenant il sait ce que c'est un RPE. RPE c'est une première forme de monitoring. Comment je me sens aujourd'hui, est-ce que je suis capable de soulever aussi fort que la veille, est-ce que je suis capable de courir aussi vite que la veille, est-ce que le cardio de cette semaine, je le ressens pas plus dur ou plus facile que la semaine dernière. C'est des petites notions qu'on va commencer à instaurer aussi pour permettre de se connaître. On va continuer à travailler sur de la force. Voilà, même voilà, entre 8 et 12 ans, bon, bah, je reprends mon exemple, mais moi, des petits qui avaient
10, 11, 12 ans, et bah voilà, commencer à utiliser un mini kettlebell, une petite haltère, un petit poids, un petit truc, commencer à travailler un peu plus sur la force. Et ils mettent ajouter des petits, je sais pas si vous vous rappelez, quand on avait fait le séminaire sur la pliométrie, ça commence à faire, mais les petits bounce, voilà, des petits rebonds qui permettent de développer au niveau de la coordination intramusculaire, intermusculaire, mettre une autre forme de force aussi dans l'entraînement. Qui va aussi travailler, si on met des bounds, sur la qualité de pied et la technique de course, mais là on s'éloigne un petit peu. Ils disent qu'à ce moment-là, faut vraiment développer la flexibilité. C'est aussi à ce moment-là, on va rentrer, peut-être chez les filles, on va commencer à grandir. Chez les garçons, ça dépend, mais on va peut-être commencer là à pas mal grandir. Et du coup, il faut vraiment mettre un accent sur la flexibilité. On continue de travailler la vitesse à ce moment-là. Comme on a essayé de le faire sur le stage précédent, sur le stade précédent, là on continue de le faire aussi. Et l'endurance, tout ce qui est endurance, pareil, on continue de la développer, mais au travers de jeux. On n'est pas encore sur de l'endurance, on va courir 30 minutes, on va courir 10 minutes, on va faire un 30-30, un 20-20, je veux développer ci, ça doit se faire, mais au travers de jeux, le but c'est que ce soit le plus actif possible et le moins redondant et le moins boring, c'est Ennuyant. en français, ennuyant, merci, possible. Voilà. Et on va commencer aussi à cette phase-là, donc ça va un peu, moi je trouve, dans l'idée de mettre du testing et du monitoring, travailler un peu tout ce qui est, je dirais, entraînement accessoire, entraînement invisible. S'échauffer. Pourquoi on s'échauffe? Comment on s'échauffe? Cool down, la récupération après l'entraînement. Pourquoi on ferait un cool down? À quoi ça sert? Comment bien le faire? Peut-être commencer à parler un peu de nutrition, surtout à l'ère des fast-food, des McDo, des bonbons, des Mars. Parler nutrition, parler sommeil. Pour certains, en fonction, parler peut-être prépa mentale. Ce que c'est que la prépa mentale? Pourquoi faire de la prépa mentale? Voilà. Et on devrait arriver à peu près à la fin de ce stade à à peu près 11 heures d'activité physique par semaine quand on prend les jeux, quand on prend les entraînements, etc. Mais faire en sorte en fait que quand on voit, tu vois, 10 heures sur le stade précédent, 11 heures sur ce stade-là, on voudrait que les jeunes soient vraiment le plus actifs possible. Et de toute façon, le corps est fait pour bouger. Nous, à notre époque, même si pas faire le vieux con, parce que bon, enfin le vieux entre guillemets parce que j'ai que 26 ans, mais moi j'ai plus de souvenirs entre mes 0 et mes 10 ans d'être dehors avec mes voisins et mes cousins à jouer au foot et être dans le jardin plutôt que d'être sur une console. Et en fait, c'est franchement pour les enfants, que ce soit pour leur bien-être, leur bonne santé ou même a fortiori, bah, du coup, être plus athlétique et atteindre des hauts niveaux en performance sportive, c'est clairement ce qu'il faut. Donc 11 heures, en vrai, c'est pas déconnant. On parle pas de faire 11 heures de judo à 11 ans non-stop. Non, on parle d'activité physique en général. Bagarre. Bagarre. La bagarre, voilà, octogone, battez-vous. C'est très bien. Euh, voilà, messieurs. Ensuite, numéro 4, on va essayer d'avancer, mais vous allez voir que plus ça va, plus ça va être rapide. Donc au début, ça met un peu de temps sur les premiers, mais après, ça va avancer un petit peu. Un peu plus vite. Quatrième, donc train to train. Donc là, on va parler de s'entraîner pour s'entraîner. On s'entraîne pour développer nos qualités physiques, on s'entraîne pour devenir meilleur et l'entraînement devient un petit peu plus formel. Donc chez les filles, ça va être plutôt entre 11 et 15 ans. Chez les garçons, ça va plutôt être entre 12 et 16 ans. Donc on voit sur la vidéo, le petit, il fait un trap bar deadlift. Trap bar squat, ouais, trap bar deadlift plutôt. Derrière, il nous fait un single leg box squat. Donc, on commence voilà, à avoir un entraînement qui est un petit peu plus formel, etc. Et à la fin, derrière, du sprint, voilà, on va faire courir les gens, on va leur faire des courses. On essaie encore, dans la mesure du possible, par exemple pour la vitesse, de mettre un peu de ludique. Et puis, nous, on le sait que entre courir tout seul le plus vite possible et mettre une course, ça permet de développer un peu la compétitivité, de mettre plus de input, d'intention dans ce qu'on fait, et on va chercher des plus hauts niveaux, de vitesse et d'implication. Donc c'est intéressant. On va continuer à développer donc l'endurance, la force, la vitesse, mais plus ou moins de manière formelle en fonction. À 11 ans, peut-être on va rester sur du un peu moins formel que à 16. Mais voilà. Et là, on va commencer aussi à rentrer dans le développement de skills spécifiques. Développement de skills spécifiques, et c'est là où il y a un peu ce truc de, comment dire,
le DLTA, comme il est mis là, c'est un peu basé sur l'athlétisme, parce que du coup, quand tu lis un peu plus et que tu vas un peu plus loin, c'est skills spécifiques aux disciplines et aux différentes, différentes disciplines de l'athlétisme. Est-ce que ça va être plutôt être du saut et du coup tu vas développer plutôt tes qualités de saut? Est-ce que tu vas être dans des lancers? Tu vas plutôt être dans tes qualités de lancer. Et c'est là où on commence un peu, je trouve, à avoir pas une dissonance, mais on commence à voir un peu les limites du DLTA dans est-ce que on est toujours, c'est toujours applicable à un sport collectif, à du foot, à du basket, etc. Donc skill spécifique, mais bon, à ce moment-là, on pourrait toujours dire skill spécifique, développer, je sais pas, ta capacité de dribble au foot de manière plus importante, avec la capacité de dribble ou de shoot au basket, par exemple, tes uchikomi, ou je sais pas quoi, au judo, voilà, des skills un peu plus spécifique à l'activité. C'est aussi une phase qui va être critique parce qu'on va avoir à ce moment-là les plus gros changements physiques en termes de masse musculaire, en termes de taille notamment. Donc ça va être certes des opportunités de développement, d'optimisation, mais aussi de vulnérabilité. On l'a dit tout à l'heure, les os vont pousser plus vite que les muscles. Donc à ce moment-là, on va avoir des maladies de croissance, on va avoir peut-être des douleurs, à ce moment-là, des douleurs au dos, des fractures de fatigue pour ceux qui s'entraînent de trop, peut-être des tendinopathies, voilà, des petits pépins qu'il va falloir gérer. On va être un peu plus vulnérable, mais en même temps, on va peut-être, voilà, je commence à grandir, j'ai pris un peu de muscle, je soulève un peu plus au bench, je me sens un peu plus en confiance, je prends un peu la confiance, bam, je me blesse, voilà. Va falloir, ça va être une phase assez dure et importante à gérer. Au niveau de la vitesse, on va pouvoir commencer à rentrer dans l'anaérobie lactique, à la fois en puissance et en capacité. Donc, utiliser tout le travail de vitesse max, si je puis dire, Vmax, qu'on a fait sur les années précédentes, et commencer à l'instaurer dans une forme un peu plus énergétique. Là, on va parler en gros de SIT, de RST, que ce soit en puissance ou en capacité. Et pour la partie aérobie, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on va plutôt travailler sur le volume au début du pic de croissance. Ils disent the onset of PHV, donc ça va être le début de la croissance. Et le power, donc VMA, PMA, puissance aérobie, quand on va être au pic de croissance. Selon eux, ça va être à ce moment-là que ça va être le plus optimal de le développer. Et là, voilà, à cet âge-là, entre du coup 11, 15 et 12, 16 en termes d'années, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans, ils mettent Formal Weight Training for Strength, donc dans un programme plutôt formalisé et structuré de préparation physique pour de développement de la force, tout simplement. Voilà. Je pense que je sais pas, moi j'aime beaucoup cette phase. Je pense que en tant que coach, on a une énorme part de responsabilité à ce moment-là sur la réussite ou non de nos joueurs. Alors bien sûr, après, il y a tout ce qui est l'à côté, l'éducation, l'accompagnement, l'environnement, mais je pense que c'est vraiment, comment dire, une phase ouais, où on peut faire la différence parce que si on prend un gamin et qu'on lui apprend bien à s'entraîner et qu'il a les capacités en plus et la volonté, et ben en fait, c'est là que tu peux faire la différence pour les années suivantes et notamment le stage suivant. Pardon? Non, je dis de fou, ça change tout. Tu le vois de toute façon quand tu es sur des équipes avec des équipes seniors, peu importe le niveau, tu vois ceux qui ont des habiletés, des capacités motrices, cognitives, tout ça, qui sont bien plus élevées. Tu t'en discutes avec eux, tu leur discutes de comment ils sont entraînés, quelles éducations ils ont eu et tout, et tu vois que en fait le lien il est fait et c'est évident. C'est ceux qui ont pratiqué différentes choses, ceux qui ont fait beaucoup de choses depuis tout jeune et qui ont été habitués à ça et qui ont fait les choses bien. Et tu le vois vite, en fait, tu vois la différence tout de suite. C'est clair. Ouais, c'est clair. J'ai rajouté la petite cam parce qu'en fait, c'est vrai que je peux faire ça. Vu que comment dire, je peux mettre au moins ma cam là-haut, c'est un peu plus C'est joli. mieux sur le stream, du coup. Ouais, sur le stream, c'est mieux plutôt que d'avoir juste un truc fixe dégueulasse, pas ouf. Enfin bref. Et du coup,
c'est là que c'est intéressant, c'est que si on a réussi à bien apprendre à notre joueur ou joueuse, notre athlète, à bosser, à faire ce qu'il faut dans le stage numéro, enfin le stade numéro 4, et ben il va arriver dans le stade numéro 5. Ah, merci Mathieu dans le chat, ça fait plaisir. Il va arriver dans le stade numéro 5 avec normalement des bonnes qualités physiques, à minima, si tant est qu'il ne soit pas blessé. Et puis après, ça dépend aussi des compétences de chacun, hein. Malheureusement, on a beau optimiser les compétences de chacun, bah, il y en a qui seront meilleurs et il y en a qui seront moins bons. Mais bon, c'est comme ça. Et ça va leur permettre d'aborder plus ou moins sereinement euh, ce stade numéro 5 qui va être learning to complete, donc apprendre comment dire, à la compétition, en fait, apprendre la compétition, apprendre à, je sais pas comment on dit, compete, on n'a pas de mot pour ça, si. Euh, ouais, à apprendre ouais, à gagner, si je puis dire. Enfin, pas gagner du coup, non, mais, euh, mais Être s'entraîner compétiteur, à la compétition, en fait. compétiteur, ouais. Je sais pas. Ouais, J'avoue, on n'a voilà. pas de mots pour En ça. espagnol, ça se dit. En espagnol, ça se dit competir, mais en français, À bon, être vous compétitif? aurez à apprendre à être compétitif, ouais. Ouais, apprendre à être compétitif. Euh, donc voilà, c'est ça, c'est le stade du coup numéro 5. Donc là, on va rentrer en termes de préparation physique. Donc justement, c'est ce qu'il dit une fois, il se dit une fois de plus. Donc de la prépa physique qui va être spécifique à certaines zones. Donc moi, quand il dit specific zones ou area, je sais plus. Donc moi, comme je l'ai compris, une fois de plus, comme on voit que des photos ou des illustrations d'athlétisme dans ce papier, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est voilà, si tu fais du sprint, tu vas plutôt travailler sur tes hanches, tes pieds. Si tu fais du saut, tu vas plutôt pareil travailler sur tes hanches, tes pieds. Si tu fais du saut, tu vas plutôt travailler sur tes épaules, ton gainage. Et du coup, c'est pour ça, une fois de plus, qu'on rentre, où on est dans une forme de spécificité à l'athlétisme qui, du coup, se discute en termes d'application à d'autres sports, notamment des sports collectifs, par exemple. Mais du coup, voilà, donc entre 15 et 17 ans pour les filles, entre 16 et 18 ans pour les garçons. Donc là, je vous ai mis une course, c'est des U18, je crois, en athlétisme. Donc là, pour le mec éteint vraiment la concurrence d'ailleurs. En même temps, non, je vais rien dire. Euh, il éteint juste la concurrence et donc apprendre à avoir les premières formes de compétition avec plus ou moins d'enjeux potentiellement. Gagner, perdre, peut-être commencer à se déplacer sur des, comment dire, sur des compétitions. Euh, Ensuite, on va donc toujours intégrer enfin on va intégrer encore plus le développement physique et là ils mettent physique, mental et émotionnel. Donc on va utiliser les bases un peu structurées qu'on a mis dans la phase précédente et on va les pousser encore plus dans cette phase-là. Et c'est là qu'on va commencer du coup par y mettre plus de spécialisation et plus de compétition. Donc plus de compétition, on va augmenter le taux de compétition dans le programme. Et on va se spécialiser. Donc, si on reprend la base de l'athlétisme, est-ce que je suis plus dans un sport de. Enfin, moi, je vais plus dans des catégories de saut. Est-ce que je vais être plutôt dans des catégories de course? Est-ce que je vais être plutôt sur de. Si je suis dans la course, plutôt dans le sprint, plutôt dans le demi-fond, le fond? Est-ce que je vais être dans les sports de lancer, enfin, dans les catégories de lancer, etc., etc. Et on va commencer à optimiser tout ce qui est vitesse, force, aérobie en fonction des besoins de l'athlète. On va commencer à aller vers, bah, toi, justement, tu commences à te spécialiser vers du 400 mètres, et ben on va commencer à travailler vers le 400 mètres. On va continuer aussi à développer un spectre qui va être relativement large. On veut toujours que tu sois un athlète, comment dire, euh, plutôt all-around, mais voilà, on commence à rentrer dans la spécialisation. Pour passer ensuite donc au train to compete, donc s'entraîner pour la compétition. Donc là, je vous ai mis un exemple des U21 équipe de France contre Angleterre. Où voilà, on s'entraîne, mais parce que derrière, il y a un vrai objectif de compétition. Donc on va être là chez les filles plutôt entre donc, 17 et 21 ans, chez les garçons plutôt entre 18 et 21 ans, 21 ans et plus. Donc à ce moment-là, on optimise la préparation pour la compétition, on fait des testings et du monitoring qui est spécialisé à la pratique. Bah, si, je sais pas, tu vas faire du sprint, peut-être pas utiliser ta fréquence cardiaque, on va plutôt utiliser peut-être sur ton système nerveux, voilà, mais on va adapter le monitoring et le testing en fonction de tes qualités.
et de tes besoins. On va bien sûr continuer, et là de toute façon on aura ça jusqu'à la fin, mais continuer le développement physique, mental, aussi émotionnel. C'est là où on va commencer aussi à prendre de l'expérience. Ça marche aussi dans la comment ça s'appelle dans la phase précédente, mais ça va être les premières expériences en compétition, potentiellement surtout dans ce stade-là, les premières expériences en compétition à enjeu. Quand on a le maillot de l'équipe de France, c'est pas pareil de quand on a le maillot de son club, quand bien même ça peut être pour une échéance particulière. Et voilà, tout le développement va être en fonction des besoins spécifiques. On va être sur 8 à 15 séances d'entraînement par semaine. On va aussi, à ce moment-là, du moins c'est ce que eux ils disent, même s'il y en a qui, pour le coup, ce serait beaucoup plus tôt, arrêter de pratiquer d'autres sports aussi. C'est vraiment à ce moment-là où on va se spécialiser. Et en fait, là, on voit aussi qu'il y a une limite, c'est que quand tu es en U21 en équipe de France de football, je pense pas qu'à côté tu continues à faire de l'athlétisme et du basket. À mon avis, tu as arrêté depuis bien longtemps. Donc pareil, là, c'est eux ce qu'ils préconisent, mais en fonction de ton sport, de tes besoins, j'allais dire requirements en anglais, ça fit un peu mieux, voilà, tes besoins. En fait, tu auras peut-être déjà arrêté depuis un moment. Donc, est-ce que c'est pertinent de continuer à faire du basket quand tu es déjà spécialisé en foot et que tu joues en U21 équipe de France? Pas sûr. Et c'est vraiment à ce moment-là que les joueurs, les athlètes vont devoir commencer à se considérer comme athlète à temps plein. Alors bien sûr, une fois de plus, ils disent ça dans leur papier. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux vraiment te considérer comme un athlète à temps plein à ce niveau-là, quand tu es, à cet âge-là? Bah, ça va dépendre en fonction de ton niveau et ça va dépendre du niveau de ton sport. Peut-être qu'à 17 ans en foot, tu as déjà un contrat pro et tu peux te focus à 100% là-dessus. Par contre, si tu fais de l'athlétisme ou un sport qui est l'athlétisme, c'est pas niche, mais un sport qui est un peu plus niche, où il y a moins de subventions, bah peut-être qu'à 17-18 ans, tu as un niveau qui te permet pas encore d'être. Déjà, tu es peut-être dans un sport juste qui te permet pas d'être subventionné et de gagner ta vie. En plus, si tu es à un niveau, justement, tu peux être un peu à une limite. Si je pousse un peu, peut-être que je peux le faire, mais peut-être que je peux pas le faire. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, dans l'idée, faut considérer être un athlète à temps plein et du coup, qui ait une vraie éducation au niveau du mode de vie. Et comme on a pu l'instaurer précédemment dans les phases précédentes, le sommeil, la nutrition, comment s'entourer aussi, si on va plus loin. C'est là que ça devient vraiment primordial. Pour préparer le stade suivant, stade numéro 7, qui va être Learning to Win. Et là, commencer à avoir assez d'expérience pour commencer à gagner, apprendre à gagner avec l'expérience qu'on a engrangée en compétition. Mais vous voyez là aussi que le modèle a 9 stades. Voilà, c'est pas qu'il y a des stades qui se marchent dessus, mais une fois de plus, en fonction du niveau de développement et juste au niveau, le niveau dans son sport de l'athlète, en fait, il y en a qui vont brûler les étapes, quoi. Là, donc on parle de learning to win et on va voir celui qui est le stade qui est encore après. Tu prends l'exemple du tennis, des joueurs qui ont gagné des grands chelems à 18 ans. Bon, 18 ans, ça fait déjà longtemps qu'ils sont dans le stade même suivant. Donc voilà, mais dans l'idée, voilà, à partir de, bon, pour les garçons et les filles, à partir de 20 ans, donc entre 20 et 23, et pour certains un peu plus, learning to win, apprendre à gagner, après avoir les premières compétitions aussi à très haut niveau. On va vraiment maximiser la préparation physique pour les résultats qui comptent, apprendre à performer quand ça compte, quand c'est important. Euh, Pareil, ils mettent introduire une équipe, un staff pour optimiser la performance dans des sports. En fait, tu seras déjà dans des staffs de haut niveau et très structurés depuis bien longtemps. Et bien sûr, on va continuer le développement des qualités parce qu'à cet âge-là, on est encore loin du pic, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais donc voilà, et à ce moment-là, on est purement et ça, on est pleinement, selon eux, mais bien sûr, selon eux, ça peut être déjà beaucoup plus tôt en fonction des sports ou plus tard en fonction d'autres sports. On est un full-time athlete et tout est tourné vers la perf, que ce soit le développement des qualités, le testing, etc. Pour préparer, encore plus, voilà, on est toujours dans cette confusion, mais préparer le stage numéro 8 qui va être Winning for a Living. Donc là, je vous ai mis Armand Duplantis et ses 6,30 m.
absolument monstrueux comme illustration. Mais voilà, lui, donc là, je sais pas quel âge il a d'ailleurs, Duplantis, là. Donc là, c'était Tokyo 2025, il a 26, quel il me âge, le mec? semble. Il a Il a pas 26. 27 ans? Ouais, 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 un truc 26. comme Ouais, ça. 26, 27. Donc là, voilà, lui, ça fait. Donc on est peut-être. Lui, là, on est peut-être à peu près dans ses phases de développement pour lui, mais il a commencé à surperformer et à être exceptionnel. Il n'a pas commencé à ses 23 ans, enfin, ses 25 ans, il y a 2 ans, quoi. Il a commencé bien avant, même si donc là, Winning for a Living, on est sur 23 ans et plus. Bah, 23 ans et plus. Peut-être que lui, je sais pas, ça fait combien de temps c'est quand qu'il avait battu le record de la Villénie à 6-17. Enfin, 6-16, il Bah, est ça passé. fait au moins 6 à 8 ans pour moi, mais je sais pas quand c'était, mais Donc voilà, il a commencé bien plus tôt. Et il y a d'autres sports. Mbappé, il avait 20 ans quand il a gagné la Coupe du Monde. Là, on parle de voilà, winning for a living. On parle bien sûr de certaines personnes. Nadal qui gagne un grand chelem à 18 ans. Alcaraz, pareil, qui avait gagné un grand chelem très jeune. On parle d'exceptions. Mais en attendant, ces gars-là, ils n'ont pas attendu 23 ans et ça a plus derrière été, pour certains qui gagnent plus tard, bah, soit c'est de la maturation qui est plus tard, soit c'est des circonstances qui font que tu gagnes plus tard. Mais ces mecs-là n'ont pas attendu 23 ans pour être absolument exceptionnels, quoi. Ils ont déjà, avant leurs 20 ans, c'était zinzin. Mais bon, à ce moment-là, donc Winning for a Living, on est à plus de 23 ans. Encore plus, on maximise pour les gros événements. Si en plus on a bien fait les choses et que on a appris à gagner, on a commencé à gagner dans la phase précédente entre 20 et 23 ans, et bah au-delà de 23 ans, on maximise pour les gros événements, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. On va aussi travailler pour la longévité, c'est de faire en sorte que ce soit pas juste sur 2, 3, 4 ans, mais si on peut faire 2, 3 Olympiades, c'est top. Répéter les perfs et même commencer à préparer l'après-carrière. Effectivement, on ne sait pas, une blessure, un truc, et ça peut être c'est intéressant de commencer à gérer l'après-carrière parce que c'est un truc qui est pas forcément fait correctement et on a derrière on peut avoir des burn-out, des problèmes de gestion d'après-carrière. Donc, même si ça peut paraître jeune, faut commencer à y réfléchir et à y penser. C'est Tony Parker qui disait que très jeune, pendant les déplacements entre les matchs, il lisait des bouquins sur le management, sur l'entrepreneuriat, pour commencer, même très jeune, hein. Je crois qu'il parlait de ouais, 23, 25 ans, alors qu'il a joué jusqu'à 38, je sais plus de mémoire dans ces eaux-là, par cœur. Euh, il a joué relativement tard, mais voilà, pendant déjà 10 ans, 10-15 ans avant, le mec était déjà en train de commencer à se former, gérer une entreprise, monter une entreprise, etc. Donc voilà, c'est un peu, on va commencer à parler de ça. Pour venir à notre neuvième et dernier stade, qui est Active for Life. Je vous laisse regarder la vidéo parce qu'elle est. Je crois vous avez déjà dû pas voir ça passer. Elle est exceptionnelle. j'ai eu peur Ou que bon, tu voilà. tu mettes une vidéo de moi ou un truc comme ça. Comment? J'ai eu très peur que tu mettes une vidéo de moi ou un truc comme ça. Ça aurait été, ça aurait été exceptionnel. Non, non, je te rassure, mais voilà. Donc là, c'est à n'importe quel âge, parce que là, on parle éventuellement d'une après-carrière de sportif qui a réalisé des choses exceptionnelles, mais ça, c'est même pour n'importe qui, en fait, rester actif tout au long de la vie, comme on le disait dans les tout premiers stades de développement, essayer de faire en sorte, putain, le move du papier, quoi, exceptionnel, essayer de faire en sorte que, en fait, l'activité physique deviennent quelque chose de quotidien, deviennent une routine. Ça d'ailleurs, petite parenthèse, mais je pense que ça se joue énormément aussi en fonction de l'éducation et du style de vie des parents. Après, ça, c'est une expérience personnelle, mais je sais qu'avec mon père, j'allais souvent faire du vélo, par exemple. On allait souvent faire des balades en vélo, des promenades en vélo. Et en fait, du coup, c'est un truc que j'ai gardé. Avec ma mère, le week-end, on allait se balader. On n'était pas juste cloîtré à la maison. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui joue derrière. Tu as envie de sortir, tu as envie de bouger. Tu ressens ce besoin voilà, de pas rester assis sur ton canapé, même si, bon, les jeux vidéo, des fois, c'est cool aussi. Hashtag League of Legends. Mais voilà, c'est important, je pense, dans l'éducation de promouvoir, vas-y, on sort, on fait une activité, on est dehors, on fait un truc. C'est vraiment ça qui donne le momentum, entre guillemets, à tes gamins. Et du coup, voilà, donc dans ce dernier stade, ça va être aussi pour des anciens professionnels, une reconversion, s'intégrer ou se réintégrer dans la société. Si tu viens gérer un club de sport, si tu deviens coach, si tu deviens. Enfin,
Bref, tout ça, ça implique un mode de vie et une routine de vie qui est complètement différente. Et du coup, faut réussir à bien se préparer parce que c'est pas si facile, quoi. Mais voilà, je remets juste une fois la petite vidéo parce qu'elle est exceptionnelle, franchement. Ouais, Si à cet âge, si à cet âge-là, je peux danser comme ça, c'est prime, tu quoi. Surtout m'étonnes. le petit Déjà, si move, à notre âge, on pouvait danser comme ça, je te jure. parce que moi, je c'est- danse pas comme ça, moi, je vous rassure. Aïe, aïe, aïe. Là, le petit, non, je sais plus quand c'est. Le petit move, ouais, passer en dessous, là, exceptionnel. Là, hop, ah non. Bah, déjà, faire ça, c'est exceptionnel. Hop Déjà là, pas mal. clac, tac. Et le petit move du papier après. Excellent. Enfin bref, bon voilà, messieurs. Et pour terminer, oh là, j'adore. Là, je kiffe. Tac, 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 tac. Hop, talon, pointe. Exceptionnel. Pogo jump, Bref, pogo jump. bro jump, bro jump. Squat jump, squat jump. Donc, donc voilà. Et après, alors oui, j'ai mis ça rapidement. Application pratique. Bon, c'est juste deux petits schémas qu'il y a pour un peu tout revoir. Donc les différentes phases de développement. Donc il y en a deux hein, différents, mais bah, par exemple Speed 1, Speed 2, Physical Literacy, Aerobic, Strength, Skills. Donc voilà pour les filles, là pour les garçons. Bon voilà, c'est juste pour ceux qui veulent, mais à la limite, enfin non, je peux pas mettre le PDF dans les descriptions, mais si certains veulent, je pourrais qu'on nous contacte, qu'on contacte le séminaire sur Instagram et j'enverrai le PDF. Mais voilà, juste je remets ça pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Puis voilà, il y a aussi les comment dire le les auteurs, voilà, des comment ça s'appelle de l'article, voilà. Et donc j'ai pas de diapo pour ça, mais avant juste de et vraiment vous demander ce que vous en pensez. Au niveau, il y a deux derniers petits points sur les recherches et les limites, même si on a déjà pas mal abordé. Mais donc ce que derrière la science et les recherches nous ont montré, c'est que effectivement là, il faut une progressivité qui est poussée au maximum, entre guillemets, et que le truc de on met 8 à 12 ans pour construire un athlète, bah, c'est vraiment ce vers quoi la science tend. Il faut vraiment prendre le temps de développer et pas être dans le rush. Et voilà, tout ce qui est skills moteurs fondamentaux et tout, il faut vraiment chercher à les développer. Tout ce qui est voilà, ramper, lancer, catcher, attraper, tout ça. Faut vraiment essayer de le développer au maximum et surtout quand la personne quand le gamin est jeune. L'importance du multisport, il y a pas mal d'exemples de joueurs à haut niveau maintenant qui ont pratiqué et qui étaient bons dans différents sports. Je ressors cette petite anecdote, mais il y avait un joueur de hockey qui racontait que, donc avec son frère, ils sont tous les deux en NHL, donc la meilleure ligue de hockey bah, en Amérique du Nord et a fortiori dans le monde, et qui disait que eux, pendant l'été, ils avaient interdiction par leurs parents de toucher à leur crosse de hockey. Donc ils faisaient autre chose, ils faisaient du basket, ils faisaient du foot américain. Et par contre, quand ils revenaient sur la glace et qu'ils remettaient les patins et qu'ils reprenaient la canne, la crosse, pour le hockey, ils étaient morts de faim, quoi. Ils avaient attendu pendant 6 mois, 8 mois pour jouer au hockey. Et ils savaient que ça allait durer voilà, 4-6 mois et que derrière, ils n'allaient plus pouvoir toucher à la crosse. Et du coup, ils étaient morts de faim et ils se défonçaient. Donc je pense que même voilà, en termes de, comme on a parlé tout à l'heure, de burn-out très rapide, de overtraining, etc. C'est important pour garder la personne un peu comme la carotte, quoi. Voilà, tu vas plus pouvoir jouer, donc profites-en, donne ce que tu peux et tout. Donc voilà. Et petit shout-out à notre ami Baudouin, un développement holistique de nos jeunes, travailler sur le physique, mais aussi le social, les émotions, etc. Pas uniquement le physique, c'est quelque chose de très global. Et enfin, pour conclure sur les limites, euh, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus utilisé, mais il n'y a pas de recul vraiment scientifique, d'études scientifiques qui ont assez de recul euh, pour nous dire que vraiment ça marche ou ça marche pas, c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre ou pas. Euh, on critique un peu aussi la simplicité et la linéarité du modèle. En fait, c'est quelque chose, donc, comme on dit, d'étape par étape. Et puis, de toute façon, on est obligé de formaliser un peu la chose. Mais chaque jeune évolue différemment, surtout de nos jours où ça évolue de plus en plus vite et où on va chercher à ce que les gamins
sur le terrain à des hauts niveaux de jeu de plus en plus vite, hein, des gamins en foot à 16 ans, 17 ans qui sont sur des terrains en Ligue 2, en Ligue 1 ou autre. Donc est-ce que ça s'adapte réellement? Là, on a vu que c'était beaucoup autour de l'athlétisme. Est-ce que ça s'adapte vraiment à tous les sports, à tous les cadres? Bah, pas forcément. Et effectivement, comme on disait aussi, dernier point, difficulté d'application sur le terrain. On a pas mal parlé du pic de croissance, le PHV. Bah voilà, si j'ai un club de foot où je suis un centre de formation et que j'ai aucune idée du nombre du centre de formation, mais par exemple dans le tennis, là, l'académie Mouratoglou, ils ont 150 ou 160, je crois, académiciens à l'année. Bah, va tous les 3 mois faire passer 160 personnes ou 150 personnes à la toise. Allez, combien tu mesures? Derrière, tu fais un graphique par personne et tu dis, donc lui, il est à son pic, lui, il commence son pic, lui, il est à la fin, donc on va mettre tel groupe, tel groupe, tel groupe. Si tu as 5 personnes, ça va. Si tu en as 150, c'est autre chose. Donc, pareil, une fois de plus, l'applicabilité sur le terrain, c'est autre chose. Voilà, messieurs. Sacrée tirade, mais fort Merci bien. intéressant. Voilà, à vos questions, à vos réflexions, messieurs, je vous écoute. Non, moi j'ai pas beaucoup de questions. C'était intéressant. C'est des choses que je regardais un petit peu il y a quelques années déjà. Moi j'avais pris un webinaire de Bruce Alderval, enfin une micro-formation, je sais plus ce que c'était. Et bon, c'est des choses qui existent depuis un moment, mais c'est des choses que mine de rien, je sais pas si tout le monde le prend en compte. Et notamment quand tu vois ce qui se passe ce qui se passe beaucoup dans le foot, parce que tu disais que dans le foot, ben, surtout dans le foot, en tout cas, les jeunes étaient amenés à être dans le haut niveau de plus en plus rapidement. Et derrière, ça peut poser problème parce que le haut niveau, c'est quelque chose qui n'est pas accessible non plus à une majorité d'entre nous. Donc derrière, tu crées beaucoup de frustration aussi pour les personnes qui ont été imposés par les parents à être performants très rapidement sur des jeunes où tu leur dis, tu veux aller, on parlait il y a quelques années, on parlait des projets Mbappé et tout, alors je sais pas si c'est ce qui se dit encore, mais ou projet CR7, ce que vous voulez. Mais du coup, c'est intéressant de faire des enfants, des personnes accomplies au départ, avant toute chose, et puis au fur et à mesure, en fonction de ce qui s'est passé dans la vie et tout, d'être de plus en plus précis dans ce que tu fais en suivant ces étapes-là. Je pense que c'est important de le prendre en compte. Ouais. Mm. Ouais, non, mais c'est clair que c'est pas, euh, c'est pas facile. Et puis même après, qu'est-ce que tu vends aux gens, qu'est-ce que tu vends aux parents? In fine, t'entraînes un gamin, si tu lui dis, bah, même pour certains à 6 ans, moi je vois là, là où je vais m'entraîner. Il y a des petits qui font du foot, ils ont 3 4 ans, tu vois, ils marchent à peine, ils ont 4 ans, 5 ans. Et tu as le père, la mère qui sont déjà à côté, etc. Ouais. Et bah, peut-être que ce serait génial juste de les faire faire des courses où ils rampent, tu vois. Mais va dire au daron, non, mais t'inquiète, c'est bien pour le développement à long terme. Nous, c'est parce qu'on est dedans et on a cette culture aussi du côté moteur, développement moteur, cognitif, etc. Mais un parent qui n'y connaît rien ou qui n'est pas forcément en plus ouvert d'esprit, ça pourrait passer très bien, et il y en a d'autres, bah, va lui dire non mais fais ça parce que ça va aider ton gamin dans 10 ans. Dire moi je veux pas qu'il attende 10 ans, je veux qu'il soit bon maintenant, tu vois. Enfin bref, Mm. tu rentres dans ce genre de truc, de qu'est-ce que tu vends aux parents, quoi. Ouais, C'est pas facile non plus. C'est aussi notre rôle un peu de faire cette éducation autour des parents et même de l'enfant, je pense. Ah, Complètement. à plus ou moins grande échelle, mais je pense que oui, on a un impact là-dedans. Mm. Complètement. Bah, et à un moment, c'est pour ça qu'il ils y a le des mettent clubs dans le. qui. Ouais, vas-y. Ah non, vas-y, bah, pardon, excuse-moi. Mais c'est pour ça qu'il y a des clubs qui indisent aux parents d'être présents sur le bord du terrain à l'entraînement, selon les âges et tout. Mm. Ouais, et ils le mettent d'ailleurs, et ils le mettent à un moment dans le papier sur le DLTA aussi, ils disent que les parents ne sont pas formés au développement à long terme de l'athlète. Donc, comme tu dis, Proust, il y a aussi une éducation. Il y a une éducation et une culture. Pour moi, c'est vraiment les deux. C'est que déjà, nous, en tant que prépa physique, on y soit éduqué, c'est une chose. Derrière, que le coach ou les gens dans le club y soient éduqués, c'en est une autre.
Et derrière les parents, c'en est encore une autre. Mais si on arrive à tendre vers ça, bah, une fois de plus, c'était aussi une des limites, hein. Il n'y a pas beaucoup de recul au niveau scientifique sur, proprement parler, l'efficacité, même si c'est voilà, un cadre, une proposition de cadre et d'organisation de l'entraînement sur du long terme. Il n'y a pas encore beaucoup de recul là-dessus. Donc voilà, ça se discute. Mais ce serait intéressant de tendre vers ça, quoi. Mm, Il y a pas mal de choses qui carrément. sont en train de se développer au niveau du développement des talents et du coup, je pense que c'était un peu un début d'ouverture, ce modèle. Et du coup, il y a d'autres modèles qui arrivent et qui sont basés sur les couleurs de performance, donc ce qui a marché et les athlètes qui ont fonctionné. Et c'est marrant parce que tu parles du Canada, mais il y a une équipe canadienne qui est venue jouer en France contre mon équipe. Et ça se voyait que les gars étaient solides dans tous les domaines. C'est-à-dire que même au niveau tactique du jeu, je pense que tous les joueurs savaient jouer tous les postes. Et du coup, je pense que dans leur développement, au début, ils ont vraiment ce truc-là de non-spécialité. Et après, ils font des athlètes qui sont vraiment performants au niveau. Et tu voyais que là, c'était que des jeunes presque. Ils sortaient ouais, ils étaient début d'université. Et ça sautait haut. Après, bien sûr, tu avais un profilage qui était fait. C'était que des potentiels, je pense. Ils étaient tous avec une envergure énorme, une taille énorme. Donc, bon, ça aidait un petit peu. Mais tu voyais qu'ils savaient tout faire. Genre, un joueur, il se contentait pas de que faire du centre. Il savait faire un peu de pointe, un peu de quatre. Il savait faire des passes, il savait faire des réceptions. Donc, tu as vraiment alors que nous, quand tu regardes un petit peu le modèle français au niveau du volley, je parle parce que je suis dedans, tu sens qu'il y a vraiment un manque à ce niveau-là on veut hyper spécialiser dans un domaine le joueur. Et on voit que ça marche pas tellement. Ah, et Ah, même du coup, même pas juste tu fais du volet, tu fais que du volet. Même dans le volet, tu joues à ce poste-là, tu fais que ce poste-là, c'est quoi. ça. Et quand on regarde ce qui se passe un petit peu au niveau de la fédé de rugby, pour leur faire un, un petit salut, c'est surtout que tu vois que les joueurs commencent à se spécialiser dans tous les postes. C'est-à-dire que tu dois être bon dans beaucoup de domaines pour être un top player. Et pas Mm. juste avoir un domaine où tu es fort. Ça suffit plus. Maintenant, c'est horrible à dire, mais peut-être que dans les sports hyper développés, ça suffit plus. Mais ça, dans tous les sports, je pense que ça va plus suffire d'être juste bon à ton poste. Va falloir Mm. avoir des Ah, qualités autres que juste être athlétique, juste être technicien, juste être tacticien, etc., etc. Ouais, ça me paraît d'autant plus pertinent dans des sports co parce que tu es plus à même quand tu connais la posture et les problématiques des autres postes d'en discuter avec eux et de te placer, de te positionner à leur place pour dire bah, moi je peux agir comme ça peut-être pour arranger d'autres à ce poste-là. Mm. Et je pense que c'est en ça que c'est important. Enfin, moi je le vois au handball et tout, c'est toujours intéressant les discussions qu'il peut y avoir entre les différents postes et c'est mieux quand tu as au pire, si tu ne l'as pas vécu, qu'au moins tu comprennes la position Mm. de l'autre, parce que tu n'as pas les mêmes rôles et c'est partout et c'est comme ça dans tous les sports co aujourd'hui. Ouais, Chaque je suis poste a d'accord. son rôle. Mm. ouais, et puis en plus, admettons que, bah là, je prends l'idée enfin, l'exemple là par exemple, du flag auquel je joue. Tu prends un receveur, le mec est monstrueux, tu sais mais tu sais qu'il fait toujours la même chose, ou il fait toujours ce truc-là. Le mec est bon que sur des, je sais pas, des tracés longs, par exemple. Alors peut-être qu'il va être monstrueux, mais en fait, il y a aussi tellement de plus en plus d'analyse des équipes adverses Mm. qu'il y a un moment, si t'es bon que sur un truc ou deux trucs, bah ça se voit. Enfin, ça se voit, ça se sait. Et pour avoir vu déjà à un niveau, je me rappelle en National 2 en basket, hein, on se met dans une certaine formation et là, tu as un mec en défense. Il dit, c'est ce numéro, c'est ce jeu-là, il va passer là, et ensuite l'autre, il va crosser là-bas, bam bam. Et le mec, il a percuté en National 2, hein, quatrième niveau français. C'est pas des peintres, hein, c'est des semi-pros ou pour certains des pros ou anciens pros. Mais le mec a percuté à une vitesse et on parle de ce niveau-là. Donc, à des niveaux supérieurs où tu as, t'as des gens qui sont là pour scruter, analyser. Attention, lui, il va faire ça. Lui, il est bon là-dedans. Lui, il fait ça. Et derrière, des joueurs qui sont capables, eux, de tirer profit de ces informations-là. Bah, toi, si tu es sur le terrain, tu as intérêt à être capable de faire autre chose que juste un move ou deux. Sinon, t'es cuit, on te lit, on sait ce que tu fais et t'es KO, quoi.